L'empereur de Russie et l'empereur d'Autriche comprennent qu'ils sont tombés dans un traquenard. Ceux-ci abandonnent le plateau et prennent la fuite. Les Français coupent l'armée ennemie en plusieurs tronçons. Des centaines de Russes périssent dans les marais gelés vers lesquels ils sont refoulés par les Français. Napoléon ordonne à l'artillerie de leur faire tirer dessus à boulets rouges. La victoire de Napoléon Ier est totale. À 16 heures, la bataille est terminée. C'est la plus célèbre bataille remportée par Napoléon. En quelques heures seulement, 65 000 soldats français ont battu 90 000 Austro-Russes, qui sont dispersés ou noyés dans les marais gelés. Du côté français, on dénombre 6 000 morts et blessés. C'est 2 fois plus du côté des Autrichiens et des Russes, et tous leurs canons sont taillés en pièces. Dans ce tableau du peintre français François Gérard, qui a représenté le soir de la bataille, l'artiste a choisi de représenter le moment où le général Rapp vient de vaincre la fameuse cavalerie de la garde impériale russe. Rapp revient du combat blessé, couvert de sang. Il présente à l'empereur les drapeaux russes et autrichiens qui viennent d'être saisis, ainsi que le général russe Repnine, qui a été fait prisonnier. Un peu de culture régionale. Je précise que pour vous qui êtes alsacien, Jean Rapp, ce grand officier de l'armée napoléonienne que vous voyez sur la scène, est un militaire né à Colmar, où il est resté très célèbre, bien évidemment, puisqu'une place lui est dédiée au centre de la ville, où vous pourrez admirer une grande statue de Jean Rapp, ce général d'Empire qui a joué un rôle important dans la victoire d'Austerlitz. Désormais, lorsque vous traverserez cette place Rapp à Colmar, vous penserez à cette formidable victoire d'Austerlitz. Au soir de la bataille, l'empereur parcourt le champ de bataille, il est ovationné par les soldats français. L'empereur leur déclare « Soldats, je suis content de vous. Il vous suffira de dire « J'étais à Austerlitz » pour que l'on vous réponde « Voilà un brave ». Pourquoi Napoléon était-il adulé par ses soldats ? Napoléon a un rapport direct avec ses hommes. Il est extrêmement populaire auprès de ses soldats parce qu'il s'expose lui-même sur le champ de bataille, à proximité des lignes ennemies. Contrairement aux chefs de guerre des autres pays qui restent en retrait sur le champ de bataille et distants avec leurs troupes. On a appelé Austerlitz la bataille des 3 empereurs, Napoléon Ier, François II d'Autriche et Alexandre Ier de Russie. L'empereur d'Autriche doit s'abaisser à demander la paix à Napoléon Ier. L'Autriche perd de nombreux territoires et doit payer à la France des indemnités financières astronomiques. C'est pour perpétuer le souvenir de ces victoires que Napoléon fait ériger à Paris un monument que vous connaissez bien, l'Arc de Triomphe, au bout des Champs-Élysées. Il fait également couler le bronze des canons pris à l'ennemi afin d'édifier une colonne en son honneur, érigée sur la place Vendôme à Paris. Sans compter une station de métro et une gare qui portent le nom de cette bataille à Paris. Bref, vous vous rendez compte de la place occupée par cette bataille dans plusieurs lieux parisiens aujourd'hui. Pour remporter toutes ces batailles, Napoléon a créé une armée très nombreuse qu'il appelle la Grande Armée. À cette époque, c'est la meilleure armée du monde. Au plus fort de son histoire, elle comptait 700 000 hommes. Il faut dire qu'elle était redoutable, et Napoléon, qui est un vrai génie militaire, l'a très bien organisée. Ses soldats sont entraînés à se battre et à se déplacer très rapidement. Comment recruter un nombre de soldats suffisant ? Napoléon, qui a besoin d'hommes, a recours à un système de recrutement particulier, le service militaire obligatoire, qu'on appelle également la conscription. Partout dans le pays, les jeunes hommes de 20 ans, qui ne sont pas mariés, sont tirés au sort pour accomplir un service militaire de 5 ans. On les appelle les conscrits. Jean Servat, on se retrouvera tout à l'heure justement pour reparler de Joséphine et des amours de Napoléon. En attendant, on l'a dit, la majeure partie de cette noblesse d'empire, c'était les généraux de Napoléon, les généraux de la Grande Armée, une grande armée exceptionnelle qui va terroriser toute l'Europe pendant environ une dizaine d'années. Mais quel était le quotidien de ces soldats ? Que mangeaient-ils ? Que buvaient-ils ? Saviez-vous qu'il y avait même des femmes dans la Grande Armée et qu'elles y jouaient un rôle indispensable ? C'est un reportage de Catherine Thompson et Richard Clouet. Des campagnes incessantes, 70 batailles livrées aux 4 coins de l'Europe. 2 fois plus de victoires que de défaites, et pour cause, quand l'ennemi lui opposait 200 000 soldats,
l'empereur Napoléon Ier pouvait lui compter sur le double, voire plus encore. Celle qu'on a baptisée la Grande Armée est en fait comparable à une immense ville. En 1813, elle dépasse le million de soldats. Imaginez l'agglomération de Marseille toujours en déplacement, capable de parcourir plus de 30 km par jour et donc de traverser la France en un mois. Pour les soldats, une vie sommaire et rude. Pourtant, leur existence passionne encore des amateurs comme Jean-Philippe Artaud. Tous les week-ends, il enfile son uniforme de grognard pour participer à des reconstitutions. Donc le soldat marchait avec à peu près 20-25 kg de matériel sur le dos, plus le fusil. Donc son sac se composait d'un sac en peau de vache comme ça, hein, avec des courroies en buffle, d'une couverture sur le dos, puis c'est à peu près tout. Cette couverture lui servait à dormir, les tentes étaient rarissimes, la plupart du temps le soldat dormait autour du feu, enroulé dans sa couverture, et puis c'est tout, quoi, dans des conditions assez rudes. Dans ses premières années de conquête, fort de ses succès, Bonaparte n'a aucun mal à recruter des soldats. Les engagements volontaires alimentent ses troupes en recrues. Et il lui en faut. En 15 ans, les pertes de la Grande Armée sont estimées à 1 500 000 hommes, soit presque un dixième de la population masculine de l'époque. Un taux de mortalité qui finit par décourager les plus téméraires. Qu'importe, l'empereur abuse alors d'une invention toute récente, le service militaire. Ce système de conscription étant très impopulaire, surtout à la fin de l'Empire, il y avait de plus en plus de réfractaires, de gens qui ne voulaient pas y aller, qui ne voulaient pas partir. Donc tous les moyens étaient bons pour couper à cette conscription. Alors certains se cariaient les dents à l'encens pour plus pouvoir déchirer la cartouche, d'autres se coupaient le pouce de la main gauche pour plus tenir le fusil, d'autres se mariaient avec des veuves, quelquefois très âgées, pour être pas mobilisables tout de suite au premier rang. Et plus on a avancé dans l'Empire, plus ça a été le cas, puisque les guerres de l'Empire ont fait de plus en plus de victimes, et donc ça a été acquis couperait la conscription. Pour maintenir ses effectifs, Napoléon se tourne vers les pays annexés. Résultat surprenant, la Grande Armée n'est plus française, mais européenne. Les 3/4 de son contingent sont constitués de Suisses, d'Irlandais, de Portugais, d'Allemands, d'Italiens ou d'Autrichiens. Visuellement, le résultat est un peu hétéroclite et bigarré. Soldats et uniformes étrangers se mêlent à des recrues françaises qui achètent eux-mêmes leurs tenues et les modifient souvent selon leur goût personnel. Bref, un véritable défilé de mode. Autre détail très étonnant, des femmes accompagnent les troupes jusque sur les champs de bataille. À l'origine, leur présence est loin d'être désirée par l'état-major. Il y avait ce qu'on appelle des poux de régiment qui suivaient les troupes en campagne. Alors là, il y avait des prostituées, évidemment. Il y avait des gens qui prenaient des petits métiers, il y avait des autres choses comme ça. En principe, ces gens-là étaient refoulés pour la gendarmerie, mais ils arrivaient toujours à proximité des cantonnements. Hein. Napoléon décide d'en finir avec cette anarchie en 1808. Il ne chasse pas cette présence féminine, mais il sélectionne les candidates en créant un diplôme d'état de cantinière, appelé également vivandière. Les cantinières n'ont pas de tenues officielles. En revanche, elles aiment agrémenter leurs vêtements civils d'éléments de costumes militaires. Elles seules sont désormais autorisées à suivre les campagnes. Les quotas fixés sont drastiques. 2 femmes pour 400 hommes. Des femmes chargées de veiller sur les soldats de la Grande Armée. On va en profiter pour voir former les faisceaux. Je donne de l'alcool lorsqu'ils sont sur les champs de bataille pour les aider à aborder l'ennemi et à les vaincre. Et à toi, soldat ? L'alcool, les soldats en font une consommation constante. À chaque début de campagne, plusieurs milliers de litres de vin suivent la Grande Armée sur des charrettes. L'empereur en fait régulièrement distribuer pour célébrer une victoire ou renforcer le moral des troupes à la veille d'une bataille. Surtout que tu relèves de blessures dont tu as besoin de réconfort. Si c'est juste avant le combat, c'est gratuit. Parce que comme ça, on y va, le cœur au ventre, plein de bonheur, quoi. Et sinon, bah, ça dépend. S'il n'y a pas beaucoup, c'est cher. S'il n'y a pas aussi à beaucoup, c'est pas cher. Mais elle perd pas l'œil. Elle regarde toujours pour les sous. Cantinière. Si elle